Voilà, moi je vais parler, je vais essayer d'être pas trop long et aussi bref que possible, ce qui est toujours difficile, pour quelqu'un qui parle. Mais je vais pas, je sais déjà beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, donc je ne les répéterai pas. De même, je ne prétends pas refaire toute l'histoire du conflit israélo-palestinien ou l'histoire de la Palestine dans l'espace de 10 minutes ou d'un quart d'heure. Alors, je vais quand même dire, excusez-moi, ça commence mal, mais ça ne va pas durer là. À l'origine de la question de Palestine, je vais rappeler comment ça commence quand même à l'époque contemporaine, pas il y a 3000 ans ou 2000 ans, mais à l'époque contemporaine. À l'origine de la question de Palestine, il y a d'abord, au début, il y a un siècle à peu près, c'est-à-dire au moment où c'est amorce le démantèlement de l'Empire ottoman, de l'homme malade de l'Europe, du Moyen-Orient d'ailleurs aussi. Il y a la double promesse britannique, on l'oublie toujours, on parle toujours de la promesse qui a été faite aux Juifs par Lord Balfour en 1917 d'un foyer national juif, mais on oublie volontiers que 2 ans auparavant, il y avait eu la promesse faite par Lord McMahon au shérif Hussein en 1915 d'établir un grand royaume arabe sous l'égide des dynasties hachémites. Entre-temps, il y a les accords Sykes-Picot, comme vous savez, qui divisent, entre autres, l'Orient, le Proche-Orient, mais entre autres le territoire de la Palestine historique, en 2 mandats français et britanniques. Et au fond, 30 ans plus tard, c'est un peu de ces événements-là que va se développer, à partir de ces éléments, que va se développer l'idée d'un plan de partage à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je ne reviens pas sur le rôle qu'a joué la Deuxième Guerre mondiale dans l'évolution de cette idée, mais c'est ça, 30 ans plus tard, le plan de partage voté par la résolution 181 de l'Assemblée Générale, qui avait un pouvoir exécutoire, disons, le 29 novembre 1947, le plan de partage est voté, on notera à juste quelques mois après que la Grande-Bretagne, puissance mandataire, ait semé donc ce trouble initial et se soit délestée de ses responsabilités parce qu'elle ne savait plus comment gérer le dossier. Donc ça, on l'oublie un petit peu trop souvent, mais elle se déleste, je crois que c'est à l'été de 1947, et que c'est que quelques mois après, le 29 novembre 1947, qu'est voté le plan de partage par les Nations Unies, qui vont régler le problème à leur manière. Comme vous savez, comme on le sait, donc je vais justement le rappeler, le plan prévoit la constitution, la formation de 3 entités sur le territoire de la Palestine historique, telle qu'elle est léguée par l'Empire ottoman, un État juif qui va voir le jour, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, un État arabe qui n'a jamais vu le jour, et la ville de Jérusalem, dont on entend beaucoup parler, qui était placée à l'origine, qui n'était ni un État, ni de l'État arabe, ni d'État juif, qui était placée sous statut international d'une ville internationalisée, appartenant à toutes les religions monothéistes, et notamment aux habitants de l'État juif et à l'État arabe, mais qui ne faisait pas partie de ces derniers. Alors, en réalité, seul verra le jour l'État d'Israël, proclamé le 14 mai 1948, dont on fêtait il y a peu donc, le 71e anniversaire. Les hostilités, il est à noter, vont se déclencher dès le lendemain, elles ne vont pas tarder, il y a eu quelques troubles avant, mais les hostilités, pas vraiment une guerre, mais vont commencer quand même maintenant, la première guerre israélo-arabe, elles sont déclenchées par les Arabes. Évidemment, non pas que les Arabes soient authentiquement des déclencheurs d'hostilité, mais ils refusent un partage illégitime qu'ils ont refusé depuis le départ, et évidemment, on ne les a pas consultés. On est à l'époque coloniale encore, et donc on ne les a pas consultés. Donc le conflit, au départ, comme on le voit, c'est entre un État juif qui existe, un État arabe qui a été prévu qui n'existera jamais, et le statut de Jérusalem qui va être bafoué dès le départ, mais qui ne sera pas respecté non plus. C'est donc un problème de droit international, une question qui doit être gérée par les Nations Unies, puisque c'est les Nations Unies qui ont créé l'État d'Israël. Israël, jusqu'à l'épreuve du contraire, était en tout cas le premier, je crois, reste le seul État qui a été créé par une résolution des Nations Unies. Alors Israël avait tout droit, avait toute raison de respecter la loi internationale, c'est-à-dire les principes de l'ONU, à la lettre. Or, s'il y a un État sur la planète qui n'a pas respecté le droit onusien, c'est bien l'État d'Israël. Et même qui se fait un malin plaisir de l'ignorer et de le violer à tir larigot. Voilà. Ce à quoi, donc, il est récompensé d'ailleurs par certains, je dirais, à l'époque moderne encore. Au départ, donc, le conflit sera un dossier avant tout politique de droit international qui a réglé en tant que tel. En fait, je ne vais pas vous faire l'historique, je vais mentionner comme ça juste un des titres pour toutes les années qui vont suivre, jusqu'à l'époque où je vais venir à l'époque contemporaine, l'époque de maintenant.
Il va y avoir toute l'histoire, elle va être ponctuée de guerres. Les guerres israélo-arabes, il y en a eu plusieurs. Vous les devinerez, je l'avais écrit, si ça prend du temps, pour pas grand-chose, puisqu'elles sont terminées et qu'elles n'ont servi à rien. Et de rares épisodes de négociation. On pense notamment au processus de Madrid et aux accords d'Oslo dans les années 90 et des poussières, et des grosses poussières, qui vont seulement donner un espoir qui va être déçu et qui vont servir un petit peu de manœuvre de retardement qui serviront à leurrer un peu le peuple palestinien, je pense. Alors, en tout cas, toute la suite des événements va traduire une dérive inquiétante et dégradante et humiliante un petit peu pour les Palestiniens. Moi, j'ai pas de pitié pour le peuple palestinien, qui est un peuple extrêmement courageux, et je sais bien qu'il fait face à l'épreuve avec un courage qui est quand même très 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 rare, et une résolution qui mérite d'être saluée, que je salue. Mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'il y avait une intention qui était malveillante, en tout cas, dans l'évolution des choses. Et la dérive dégradante du dossier se traduit pour moi par la chose suivante. C'est qu'au départ, c'est une affaire de droit international, ça paraît évident. Mais si on voit l'histoire maintenant, et telle qu'elle s'est développée pendant les décades passées, eh bien, on voit que très vite, la question du droit international a été lâchée, c'est-à-dire la question d'une solution de la création d'un État arabe, ça a été complètement évacué, le respect du plan de partage de 1947. Ensuite, on s'est trouvé, on a essayé de la réduire, notamment du côté israélien et du côté finalement occidental, je dois dire, à une affaire de réfugiés. On ne parlera plus que des réfugiés, en réalité, d'autant plus réfugiés qu'on ne les laisse pas rentrer, que très vite le droit au retour des Palestiniens sera écarté, de facto, alors que le droit à l'alia, c'est-à-dire le droit au retour à la terre promise pour les Juifs, sera reconnu, sans restriction et à 100%. D'où qu'ils viennent d'ailleurs, c'est même pas un droit de retour, c'est même un droit d'aller et de retour, le cas éventuel. Enfin, bon. Et ensuite, on va passer d'une affaire de réfugiés vers une question humanitaire très vite. Les réfugiés, puisqu'ils sont là où ils sont, eh bien, au fond, ils y sont très bien et on espère bien qu'ils ne reviendront jamais. La question humanitaire, c'est pour tous les Palestiniens qui ont eu le mauvais goût de rester sur le territoire d'Israël ou bien sur les territoires qu'Israël convoite. Globalement, on va passer à une crise humanitaire. Une crise humanitaire, c'est là avec la création de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies, dont le financement a été coupé par le président, le délicieux M. Trump. Bon. Et ensuite, de cette crise humanitaire, ensuite que les allocations ne vont plus directement aux autorités palestiniennes, mais elles vont par des États qui reçoivent finalement, qui accueillent des réfugiés palestiniens, ça passe par personne interposée. Les Palestiniens ont été dépouillés même de leur gestion, de leur statut de réfugiés. Et ensuite, dans la dernière période, on a vu que la Palestine est ce qu'elle est, étant ce qu'elle est devenue plutôt, c'est-à-dire Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert du monde, avec 2 millions et demi de personnes, c'est un camp de concentration, pour dire les choses comme c'est, enfin en tout cas un camp pénitentiaire, et donc c'est devenu la crise humanitaire est devenue presque une crise pénitentiaire. On s'occupe du traitement des prisonniers, au fond, à Gaza. On ne parle plus de la Cisjordanie, qui eux sont déjà réduits en confettis et en archipel, mais on parle de Gaza, et au passage, il y a eu un double intérêt, ou un triple intérêt, c'est qu'on s'est habitué, dans la dite communauté internationale, à laquelle je mets des guillemets, des doubles et des triples guillemets, dans la communauté internationale, au fond, on s'est habitué à voir qu'il y a deux Palestines, plus une seule. En quelque sorte, je caricaturerais la situation en disant que non seulement il y a eu un premier partage de la Palestine historique, mais que pour la partie arabe qui ne s'est jamais structurée, il y a une deuxième partition qui est en cours entre Gaza, sous des prétextes les plus fallacieux, entre Gaza et la Cisjordanie, sans parler de toutes les diasporas palestiniennes dans la région. Celles-là encore il y a de l'espoir, mais pour celles qui sont parties en Amérique, en Europe, et Dieu sait où il y a. Voilà. Alors donc, pendant toutes ces années, il va y avoir les guerres. Donc les guerres différentes, je vous laisse le soin de vous les rappeler. Des épisodes de négociation, je les ai mentionnés, je n'y reviens pas. Il y aura même des accords de paix séparés. Il y aura quelques chefs d'État arabes qui s'y laisseront prendre. Le président El-Sadat, très populaire en Occident, ce qui est mauvais signe en général, parce qu'il n'était pas très populaire finalement chez lui et dans les pays arabes. Ça, c'est un signe général. Mais donc, il y aura un accord de paix séparé avec l'Égypte. Je crois bien qu'on a eu avec la Jordanie, et bien avec le Liban, mais qui a été transitoire. Bon, il y a eu des histoires des histoires séparées, des paix séparées, c'est pas très prometteur pour avoir une solution globale du problème palestinien. Par contre, ce que l'on peut dire globalement,
c'est que le rôle des Nations Unies ne sera sûrement pas, qui sont censés être les gérants ou les gestionnaires de ce dossier, que le rôle des Nations Unies ne sera certainement pas à la hauteur de leur responsabilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça se traduira d'ailleurs par des résolutions. Alors déjà, le mot n'est pas très encourageant, prendre des résolutions comme les enfants qui prennent des résolutions d'être obéissants et de ne pas manger des confitures du voisin le matin. Bon, les résolutions, c'est fait pour être violé. C'est ce qui arrivera. Alors elles sont plus ou moins célèbres. On dit qu'Israël on a violé je ne sais pas combien de dizaines, peut-être même une ou deux centaines, c'est bien possible. Depuis 1947, ça donne bien de la marge. Les dernières sortant jusqu'à présent, étant toujours aussi violées maintenant qu'elles n'étaient en 1947. Donc il y a une bonne tradition qui est établie. Personne ne s'en offusque plus, je dois dire. Même pas le Conseil de sécurité qui les émet, ça doit manger des hectares et des hectares de forêt, d'encre, de crayons bics, de doigts de fonctionnaires, ça doit salir des costumes de diplomates, mais c'est comme ça. Il y a des résolutions qui sont sorties, elles sont violées, c'est leur destin, et tout le monde s'en fiche. En réalité, c'est bien ça, notamment la communauté internationale. Alors, en gros, on voit bien que j'ai parlé du droit des réfugiés palestiniens, qui va très vite sortir du collimateur, de sortir de l'horizon, et que de même que la solution d'un État arabe, très bête doit être oubliée, il ne va donc plus rester que cette dérive qui va d'une question de droit international à une question de droit pénitentiaire. Comment traiter les prisonniers, et comment qui ne souffrent pas trop quand même, qui ne soient pas trop mécontents surtout, qui ne se révoltent pas trop. Alors, sur 70 ans, en fait, donc, le plus significatif, ça sera certainement l'échec, non pas la crise sociale humanitaire qu'a lieu à Gaza, ainsi de suite, qui est bien une crise regrettable et qui est bien manifeste de se déroule sous nos yeux, quand même dans un silence quand même assez grand de la communauté internationale, mais plutôt le problème de fond, c'était pas celui-là au départ. Elle n'aurait même pas dû exister, cette question. Le problème de fond, c'est un État arabe. En fait, longtemps, ce qui a été envisagé, notamment dans les épisodes de négociateurs, c'était une solution à deux États. Alors, on peut discuter de sa pertinence ou pas, les avis divergent. Le professeur Drevsky a un avis un petit peu différent. Moi, c'est tout à fait sensé ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas trop d'idées, parce que la solution, elle ne va pas se poser longtemps, elle ne se pose plus d'ailleurs, puisque le deuxième État n'a plus d'assise territoriale. J'y reviens à l'instant. Sur 70 ans, en effet, le traitement de la question palestinienne aura consacré la faillite des Nations Unies, le triomphe de l'illégalité et de l'arbitraire. On aura tout fait pour habituer des opinions indifférentes ou partiales à l'idée d'un État israélien, juif, expansionniste et discriminateur. Il n'y a même plus de mouvement de la paix notable en Israël. Et ensuite, une sorte de nouvelle partition de la Palestine, l'absence d'État arabe. Et puis Jérusalem, bon, au fond, petit à petit, il y a tellement d'implantations que je me demande où est-ce qu'on peut encore implanter quelque chose en Israël, à Jérusalem-Est. Je suis étonné qu'on trouve encore de la place, sauf faire des gratte-ciels, les empiler, mais autrement, c'est vraiment bon. Alors en tout cas, la violation et la non-application du plan de partage, la violation ou l'ignorance de toutes les relations des Nations Unies par Israël, et en fait le droit international sur lequel s'appuyaient encore les autorités palestiniennes, à juste titre, c'est leur arme juridique. Les autorités palestiniennes, de mon point de vue, ont bien raison de s'appuyer toujours sur l'horizon, une horizon quelconque, qui est l'horizon politique d'une solution à deux États, mais on peut signaler quand même que ça n'intéresse plus tellement les Nations Unies, n'ont plus aucune prise, c'est évident. Il y a belle lurette que depuis la fin de la guerre froide, par exemple, que pendant les 20 ans du moment unipolaire américain, c'est les États-Unis qui ont imposé leurs lois, et que le droit américain compte infiniment plus que le droit international dont les États-Unis se tamponnent, et notamment ceux qui les dirigent. Par contre, donc il y a la violation, et puis depuis 8 ou 9 ans, depuis le début des satanés printemps arabes, eh bien, finalement, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que ce mouvement, c'est arbitraire, et cette omnipotence de l'Amérique est remise en question, et donc ça redonnerait peut-être ces chances, disons, à la cause palestinienne, mais on sait comment, disons, les choses ont dérivé et se sont transformées dans un certain nombre d'États arabes et musulmans de la région depuis 2011. Je ne ferai pas un dessin, parce que ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais je vais quand même le rappeler. Alors donc, depuis la fin de la guerre, M. Trump, finalement, c'est pas qu'il est le premier à être arbitraire. Les gouvernements américains et tous les pouvoirs américains, des républicains, démocrates, et ni l'un ni l'autre, ou l'autre est l'un,
ont violé le droit international, ont cultivé cet arbitraire qui est profondément enraciné, disent de grands penseurs américains et des gens qui ont occupé des fonctions éminentes dans le pouvoir américain, que c'est un État qui se comporte finalement comme un État un peu hors la loi, et en tout cas que l'arbitraire est profondément enraciné, et le mépris du droit international est inscrit dans l'ADN, comme on dit dans le jargon moderne, finalement, du pouvoir américain, de l'État profond, comme on dit, dans le jargon. Alors, depuis la fin de la guerre froide, c'est les États-Unis et puis Israël. Israël, moi je dis, c'est pas le 51e ou le 52e ou le 53e État américain, c'est pas ça du tout. Je pense que c'est le cœur battant de l'Amérique. Alors c'est bien plus profond que ça. Je suis profondément convaincu que Israël, c'est le cœur battant de l'Amérique. On dit bien que la Syrie est le cœur battant du monde arabe, avec justesse. Je crois qu'avec la même justesse, on peut dire que Israël est le cœur battant de l'Amérique. Et autrement dit que c'est son centre, son cerveau et son âme peut-être. Il y a plein de raisons, mais je ne me lancerai pas là-dessus, mais je suis prêt à développer ça, je l'ai développé d'ailleurs par écrit. Voilà. Alors, depuis la fin de la guerre froide, Trump, au fond, n'est pas une caricature. C'est vrai qu'il est un peu caricatural, il n'est pas très sympathique. Monsieur Obama l'était beaucoup plus, il était beaucoup mieux habillé, plus poli, etc. George Bush faisait un petit peu ridicule, mais enfin, ridicule mais dangereux. L'autre sympathique mais dangereux. Clinton aussi farfelu mais dangereux. Bon, là, Trump, il est farfelu puis il est dangereux. Globalement, ça n'empêche pas. Mais il est pratique quand même pour plein de pays dans la communauté internationale. Il sert de bouc émissaire. Ça permet de se distinguer élégamment des États-Unis, tout en partageant leur idéologie, en partageant leur position. Mais de les critiquer sans que personne n'y voit rien à redire. Parce qu'il est caricatural. Effectivement, il est imprévisible, il dit et fait n'importe quoi. Mais après tout, c'est pas pire que ses concurrents. Je ne pense pas que ce soit. Alors quand il symbolise en tout cas la victoire de la loi de la jungle sur le droit international. Ça c'est clair. Bon, il le figure d'une façon caractéristique. Alors, qu'est-ce qui caractérise cet aspect usurpateur et cette dérive inquiétante où on ne parle plus d'État arabe, de statut de Jérusalem. Statut de Jérusalem, ça a été donné en cadeau par M. Trump à Israël comme capitale éternelle, merci pour lui. C'est pas de la terre qui lui appartient, il peut la donner. De même, il a donné le Golan comme province spécifique à Israël. Ça ne coûte pas bien cher parce que ça appartient à la Syrie, donc à la Syrie historique, au fond comme la Palestine, la Syrie historique. Et donc, finalement, faire des cadeaux avec l'argent des autres, c'est pas très compliqué. Mais en tout cas, les États-Unis et Israël ont pris l'habitude de violer le droit international tout en s'en disant les gardiens, notamment par le biais du Conseil de sécurité. Et M. Trump s'est ingénié à multiplier les provocations et à s'extraire de la légalité en considérant que lui, c'était pas ce qui l'intéressait, que l'Amérique, ça passait avant tout. Puis le reste, c'est si on a le temps. Et or, on n'a jamais le temps parce qu'il prend déjà beaucoup de temps là-dessus. Rien ne symbolise mieux donc la transaction du siècle, qui est vraiment le cadeau, the cadeau, si je puis dire, en utilisant le globish qui est à la mode, de la transaction, le deal du siècle. Et donc, c'est un superbe cadeau. Alors lui, finalement, ça tend à régler le problème palestinien radicalement, puisque je pense, il ne nous aura pas échappé que la transaction du siècle, il y a une question commerciale. Au fond, c'est l'aboutissement de la dérive de l'affaire de réfugiés, l'affaire humanitaire, l'affaire pénitentiaire, et puis finalement une affaire économique. Il faut bien calmer les gens qui habitent dans ces camps de détention, et puis qui vivent dans ces conditions avec persécutés, qui se soulèvent et qui sont réprimés violemment à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la Palestine. Et donc finalement, il faut les calmer. Et donc il y a l'idée géniale de la transaction du siècle avec M. Jared Kushner, le gendre du président, c'est une affaire de famille, et on vend finalement pour quelques... C'est pas une poignée de dollars comme on dit au Far West, mais c'est quelques poignées de milliards de dollars qui vont pas être payés par l'Amérique, d'ailleurs, qui vont être payés par les Émirats, par l'Arabie Saoudite, par d'autres pays qui ont de l'argent et qui vont payer ceci pour calmer les Palestiniens et qui vont donner ça, on espère que ça va régler l'affaire. Autrement dit, c'est une opération commerciale. C'est ce que dénonce le président Mahmoud Abbas, c'est ce que dénoncent les dirigeants du Hamas également, que c'est une affaire commerciale, une affaire financière, un projet économique, et que ça ne saurait tenir lieu de solution. Alors,
En fait, le cadeau, il vise non seulement à calmer les Palestiniens, mais à interdire définitivement tout espace de retour aux réfugiés palestiniens, même que ceux qui sont au Liban ou en Jordanie. On veut faire du Liban et de la Jordanie, par exemple, des patries de remplacement. On veut les stabiliser là où ils sont pour les empêcher de revenir vers la Palestine, même s'il y avait un État palestinien, et il n'y en aura pas. Donc Israël n'existe plus, puisque Israël, pour l'instant, c'est la capitale éternelle d'Israël. Pour l'instant, je dis bien. Ensuite, Gaza, ça restera, mais c'est destiné, ça ne peut pas être vivable, disons, comme prison. Donc ça va être civilisé probablement, à donner un peu d'oxygène, peut-être comment on appelle ça, un Disneyland, ou des trucs comme ça, comme on fait un petit peu partout sur les ruines des désastres mondiaux. On crée des Disneyland, des centres commerciaux, des parcs d'attractions. On fera un parc d'attractions sur Gaza qui pourrait être augmenté, parce que les Égyptiens acceptent toujours jusqu'à maintenant de payer l'addition, de donner un pourboire, d'ajouter peut-être un morceau de Sinaï. En fait, la transaction du siècle, on n'en connaît pas la teneur, on en parle beaucoup, on ne la voit pas, et en tout cas, elle doit être annoncée ces jours-ci, puisque c'est la fin du Ramadan, mais disons, ça a fuité, comme on dit. Les Israéliens triomphent parce qu'ils ont bien eu Trump. Enfin, Trump s'est bien laissé avoir, mais avec plaisir et avec délice par les Israéliens, et donc ils ont laissé filtrer des bruits. Alors, je ne commenterai pas, parce qu'on dirait que c'est des élucubrations, mais quand même, en gros, c'est bien ça. La Cisjordanie, elle devrait finir peut-être bien par être annexée carrément. Il resterait des Palestiniens, on est quand même civilisés, on va pas massacrer tout le monde, mais il n'aurait plus aucun droit. Ce serait vraiment même plus des réfugiés, des citoyens de 3e ou 4e zone, en tout cas, il est clair qu'ils n'auront jamais un droit à un État palestinien. Ils auront au mieux une espèce d'autonomie administrative, commerciale, culturelle, et ainsi de suite. Alors, et puis en fait, finalement, la transaction du siècle vise à dissoudre le peuple palestinien. Il y a, certains journalistes ont été dissous dans l'acide. Là, ça sera dissous dans une transaction du siècle. Bon, et donc, finalement, il a rayé de la carte les traces de la terre de Palestine. Puis il n'y a même plus de référence. On l'a fait, Israël l'a fait sur le territoire israélien, rayer toutes les maisons, les terres, les noms de villages, les noms de villes, etc. C'est ce qui est à l'œuvre en Cisjordanie et à Gaza peut-être. Donc, alors, tout ceci, dans le cadre d'une volonté de normalisation entre les monarchies pétrolières du Golfe et Israël, et les contacts entre services sont de plus en plus dévoilés, de plus en plus nombreux, et l'acceptation de la transaction du deal financier qui l'accompagne semble être la condition qui permettrait de sauver les relations stratégiques entre l'Arabie Saoudite et Washington et les Émirats, et d'assurer également, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment l'objet de cette conférence, mais c'est important, l'endiguement de l'Iran, qui a pris la place, qui a été promu à la place de ennemi public numéro 1, à la place d'Israël, ce qui est entre nous un triomphe diplomatique. Chapeau les artistes. Alors, finalement, la transaction du siècle enterre définitivement la solution à deux États, par conséquent à la perspective d'un État palestinien souverain et indépendant, incluant la Cisjordanie et Gaza, ayant Jérusalem pour capitale. Elle entérine le statut de Jérusalem comme capitale internationale d'Israël. Elle signifie à court moyen terme l'annexion des territoires occupés entre guillemets de Cisjordanie et leur incorporation dans l'État Israël. Probablement, je ne suis pas madame catastrophe, hein, mais c'est probablement ce qui va arriver. D'ailleurs, je pense que les Palestiniens, les autorités le présagent. Elle devrait prévoir quelques facilités pour Gaza, pour détendre la situation de ce côté-là, afin de calmer la révolte des Gazaouis, parce qu'il faut le noter, les Palestiniens ne sont pas restés les bras croisés, on s'en doute bien. On se connaît la révolte des Gazaouis depuis des années, mais il y a eu toutes les intifadas, c'est-à-dire les soulèvements palestiniens dans tous les territoires qui ont duré des années, qui souvent ont fait reculer les occupants de prendre davantage de mesures répressives. Alors, globalement, on notera que tout ceci, les Palestiniens, après la transaction, seraient néanmoins à la merci complète des Israéliens. On dit qu'ils sont arrêtés, torturés, etc., des enfants, des femmes, des vieillards et des hommes qui sont ni vieillards, ni femmes, ni enfants. Bon, mais on dit, il y avait un chiffre, mais ça ne m'étonnerait pas que depuis 1967, il y aurait eu 1 million de Palestiniens qui auraient fait l'expérience, qui auraient connu, comme on dit, au sens presque biblique du terme, les lieux de détention israéliens. 1 million de personnes, de Palestiniens. C'est bien possible, j'en sais rien, je ne vais pas bien les compter. Mais j'aime mieux. Alors, le président de l'autorité palestinienne, j'arrive à la fin, M. Mahmoud Abbas, ne cache pas son exaspération.
Pourtant, c'est un homme calme et tempéré, il a bien raison, il est dans son rôle. Mais voilà ce que j'ai noté, ses propos en date du 30 mai, je crois il y a 2 jours, ou 3, sur la transaction du siècle et toutes les manifestations de gaieté qui l'accompagnent, notamment le sommet de Manama à Bahreïn, les sommets de la Ligue arabe, les sommets de la conférence de l'organisation de la conférence islamique en Arabie Saoudite, etc., etc., etc. Alors, voilà ce qu'il dit, j'ai entendu à une télévision, j'ai essayé de traduire pour le mieux ses propos en arabe, c'est à peu près ça, que celui qui parle d'une solution à la question palestinienne, tels les promoteurs de la transaction du siècle, commence par chercher une solution au problème politique. Bon. Et non pas par vendre nos rêves pour quelques milliards de dollars en nous promettant des résultats auxquels nous ne croyons pas et des espérances que nous n'avons pas. Et cela signifie la solution politique, c'est-à-dire un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale, et non pas le projet économique qu'est la transaction du siècle. Que la transaction du siècle, conclut-il, et le sommet de Bahreïn et tous ses accompagnements aillent au diable. Toute participation est une trahison. Et je note que tous les dirigeants palestiniens, on dit que c'est une grande première finalement, ça me paraît peut-être bien vrai, mais je ne suis pas, disons, un érudit sur ce domaine, mais il me semble que c'est la première fois qu'il y a unanimité, le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP, tous les fronts palestiniens, toutes les organisations de l'OLP, ainsi de suite, le Fatah, et ils disent tous la même chose. La question palestinienne est un problème politique et non pas un problème financier. Non à la transaction du siècle, projet économique. Alors, la brutalité avec laquelle l'Amérique et Israël essaient actuellement d'imposer ce que j'appelle une solution finale à la question palestinienne, parce que c'est comme ça que ça se présente, aide à redonner à celle-ci, espérons-le au moins, la centralité que cette cause semblait revêtir pour les pays arabes et les pays musulmans. On disait que c'était la cause sacrée des Arabes et des musulmans. Dans les dernières années, on avait un peu oublié cette qualité, quand même, il faut bien reconnaître. Alors espérons que l'acharnement, on disait tout à l'heure que M. Trump faisait des cadeaux royaux finalement aux Palestiniens et aux Arabes, espérons que ce sera un de ces cadeaux d'avoir redonné sa centralité à la cause palestinienne par son attitude et son arbitraire, sa méchanceté, son acharnement à détruire le peuple palestinien, les peuples arabes d'ailleurs, les peuples de la région, y compris l'Iran, etc. Bon, détruire ou essayer, mais bien évidemment. Alors, en témoigne le nombre des manifestations populaires en Iran, en Irak, au Bahreïn, en Algérie, en Yémen, à l'occasion de la journée de Jérusalem, et le retour spectaculaire, notamment que l'on a noté, parce que j'ai entendu les déclarations de ses représentants, ça me semble tout à fait stupéfiant, c'est-à-dire le retour du Hamas vers l'autorité palestinienne, et notamment et aussi vers la Syrie, et peut-être vers l'Iran. Une position conciliatrice vis-à-vis de l'Iran et une position très très conciliatrice vis-à-vis de la Syrie, en disant qu'elle jouait un rôle indispensable et que c'est un élément central dans le règlement de la crise palestinienne. Alors, acceptons les prémices, quelque chose en tout cas a changé dans le contexte régional, notamment l'entrée de l'Iran dans l'équation régionale, bien sûr peut-être celle de l'Irak, son retour dans l'équation de la résistance, le Hezbollah et puis peut-être d'autres États. Et puis évidemment, on ne saurait passer sous silence, bien évidemment qu'a changé aussi l'équation de la résistance, même si la Russie ne fait pas partie de l'axe de la résistance, mais enfin, elle a joué quand même un rôle très très important dans le rétablissement d'une balance stratégique, et je ne dis pas ça pour faire plaisir au ministre conseiller russe, mais je pense que c'est vrai qu'elle aura joué un rôle stratégique dans le rétablissement de quelques équilibres, notamment militaires et politiques et diplomatiques, dans la région. Voilà ce que je voulais dire. Je m'excuse, j'ai peut-être un peu brûlé les limites, mais pas trop. Merci beaucoup.